Bonjour! Aujourd'hui, j'ai reçu l'orthopédagogue Geneviève Bérubé qui est venue nous parler de son sujet de prédilection, le mutisme sélectif. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment on peut faire pour aider, pour interagir avec un enfant qui fait du mutisme sélectif? Vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placote. Geneviève, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Je te laisse te présenter, puis ensuite on parle de notre sujet, le mutisme chez nos petits cocos, les enfants. D'accord. Alors, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là ce midi. Oui. Donc, je m'appelle Geneviève Bérubé, je suis orthopédagogue spécialiste en mutisme sélectif. J'ai travaillé 15 ans dans les écoles avec différentes clientèles. Puis par la suite, en fait, pendant ce temps-là, ma fille a fait du mutisme sélectif. Donc, la vie m'a amenée à me spécialiser sur ce sujet. Puis, je l'ai vécu pendant 7 ans avec elle. OK. Et à partir de là, changement de vie, tout ça par la suite. Puis, j'ai ouvert mon entreprise Geneviève Bérubé orthopédagogue pour outiller les adultes qui gravitent autour de l'enfant. OK. Que ce soit les parents, les intervenants du milieu scolaire ou préscolaire ou les professionnels. Oui, OK. Puis, dans le fond, je suis là pour des services personnalisés, j'ai écrit des livres et puis des formations en ligne que j'ai conçues. Donc, quand, dans le fond, l'épisode va sortir, on va mettre ton site, dans le fond, ta page Facebook. As-tu un Instagram? Je me rappelle plus. J'ai un Instagram, j'ai Instagram, YouTube, ouais. Puis ton site Internet. Oui. Dans le fond, tous les liens vont être là. Fait que si jamais là, les gens sortent de l'écoute avec des questions, avec un besoin aussi peut-être de consultation, qui sait, bien, ils vont savoir où te trouver. Super. Donc, toi, ça commence tout ton intérêt pour le mutisme sélectif, c'est vraiment une expérience de maman à la base. Oui, à la base, c'est ça. Je l'ai vécu aussi en tant qu'orthopédagogue, mais le plus gros de mon expertise, c'est vraiment à la maison et par le biais des études que j'ai lues au fil du temps. Pour te former, toi, comme maman à la base? Oui, parce que je trouvais pas de ressources pour m'aider qui me convenaient dans l'approche que j'avais le goût d'avoir avec ma fille, ou ce que je lisais, j'étais pas certaine, ou je faisais des essais-erreurs. Donc, je pense que c'est un petit peu ça le gros là, du mutisme sélectif, c'est que les gens ne trouvent pas de ressources appropriées. Puis moi, dans ma tête, c'était, je veux que les gens se reconnaissent dans la situation. Je veux que mon vécu puisse leur parler, puis donner des informations, mais pas juste ce que j'ai vécu. Aller appuyer ça avec des recherches, des études, puis de faire un tout avec ça. Donc, c'est sûr que le livre 10 questions des éditions Midi 30, celui-là, il est bien apprécié. Oui, je l'ai lu, moi, d'ailleurs. Okay. Je l'avais reçu comme maman. Okay. Puis, je l'avais lu, puis ça a été ma porte d'entrée dans le mutisme sélectif. J'avais jamais été confrontée à cette problématique-là. Puis, c'était vraiment très intéressant comme bonne base, là, vraiment. Oui, c'est ça. C'est que c'est la base, mais je trouve ça difficile de dire des conseils. Oui, il y a des conseils généraux, mais à partir du moment où on veut aller vraiment cibler des interventions efficaces qui vont porter fruit puis qui vont aider l'enfant à surmonter son mutisme ou l'absence de parole dans certaines situations, bien, c'est propre à chaque enfant. Donc, chaque enfant est différent, puis le mutisme se répercute de façon différente chez chacun d'eux. Oui. Alors, c'est ça qui fait en sorte que c'est si difficile de mettre le doigt sur « avec cet enfant-là, voici ce que je dois faire ». Il n'y a pas une liste d'épicerie. Non, il n'y a pas de recette miracle. Puis même quand les clients me contactent, je n'ai aucune idée de qu'est-ce qui va se passer avec cet enfant-là, puis qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place pour cibler des choses vraiment précises. C'est un tout. Et c'est pour ça que j'ai développé une approche globale. Et je me suis rendu compte que d'intervenir seulement sur l'absence de parole, ça ne fonctionne pas tant que ça. Parce qu'il y a beaucoup de travail aussi au niveau des gens, de l'entourage de l'enfant et de l'enfant lui-même, au niveau autant de ses émotions, mais les émotions, puis l'attitude ou
les attentes Oui. des gens autour aussi, les peurs, les craintes, la peur du futur. Là, je le vois beaucoup, ça, chez, entre autres, les parents. Oh, mais mon enfant, qu'est-ce qu'il va devenir dans la société? Oui. Il n'est pas capable de parler. C'est une grande peur que les gens ont, que l'enfant va rester comme ça. Alors que quand on prend soin de ces émotions-là en tant qu'adulte, en tant que parent, de s'outiller nous-mêmes pour accueillir ce qui est là, accueillir nos peurs, avoir des techniques de relaxation pour apaiser cette peur-là et se dire, là, ici, maintenant, mon enfant il est comme ça. Je vais tout mettre en œuvre pour que ça change, mais je n'ai pas d'emprise sur ça. Et d'accepter cette absence de parole-là ici, maintenant, ça va faire en sorte que l'enfant va se sentir plus en sécurité, il va se sentir compris, il va sentir qu'il peut être lui-même. Et ça, ça va faire... Ça va faire en sorte que déjà, il y a une petite partie qui va relâcher et il va être plus ouvert aux défis peut-être qu'on va pouvoir lui proposer ou pour surmonter finalement son défi. Oui. Alors, c'est sûr qu'il y a toute l'accueil des émotions, les messages clairs, les habiletés sociales à travailler, comme je disais... les gens de l'entourage, conscientiser les gens à ce que l'enfant vit pour qu'ils puissent agir de façon plus appropriée, c'est-à-dire plutôt que de dire « t'es donc bien gêné, as-tu perdu ta langue », de juste être là, accepter le silence qui est là, puis de poser une question, par exemple, oui, non. Que l'enfant va pouvoir répondre avec la tête. C'est ça. Savoir que l'enfant va répondre avec un signe de tête, en pointant, ou peu importe, pour l'instant. Se rapprocher, se baisser à sa hauteur, développer une relation qui va être sécurisante encore là, puis où l'enfant va avoir sa place pour qui il est maintenant, mais en le supportant pour qu'il soit capable de relever son défi. Ça demande du temps, ça demande des efforts en tant qu'adulte, mais ça vaut le coup. Puis, le mutisme sélectif, là, si on donne une définition globale de ce que c'est, dans le fond, c'est pas un enfant qui est muet. Donc, à quoi ça... C'est quoi le mutisme sélectif? En fait, je veux bien parler du mutisme sélectif, définir ça, puis par la suite, je ne veux pas l'oublier, mais faire le parallèle entre l'enfant qui ne répond pas. OK, oui, parfait. Le mutisme sélectif, si on prend le DSM-5, qui est la Bible des pathologies, là, quand les professionnels veulent diagnostiquer les pathologies, il est là-dedans. Puis des critères, entre autres, je ne sais pas si je vais tous les nommer, mais ce que je me souviens. Bon, grosso modo, c'est un trouble d'anxiété de l'enfance. Donc là, on ne parle pas de gêne ou d'opposition. Non, c'est de l'anxiété. C'est de l'anxiété. Oui. C'est ça qui fait figer le cerveau de l'enfant. OK. Donc ça, maintenant que c'est important de savoir. Ensuite, c'est persistant, comme tous les troubles. Donc ça perdure dans le temps. C'est ça. Oui. C'est une incapacité de parler dans certaines situations, tandis que l'enfant parle normalement dans d'autres contextes. Donc, par exemple, à la maison, avec papa, maman, le langage est tout à fait approprié. Oui. Il est là, il est à son niveau de développement langagier. Oui. Puis là, tout d'un coup, arriver dans une garderie, dans un service de garde ou à l'école ou avec une gardienne. Oui. Parfois même, j'imagine, avec la famille élargie. C'est ça? Famille, amis, tout ce qui est social. Oui. Que ce soit au parc, que ce soit rendez-vous chez le médecin, peu importe, là, dans des fêtes on s'en va à une activité, n'importe quoi là, qui est social, où l'enfant se retrouve avec d'autres personnes. Puis normalement, avec la famille, ça se passe bien. Encore là, c'est pas toujours le cas, mais la majorité des situations, c'est que l'enfant parle à la maison avec la fratrie, avec les parents de façon normale. Et là, il y a une multitude de situations qui peuvent se produire. Il y en a un qui parle à son oncle, pas à sa tante. L'inverse, un grand-papa ou une grand-maman, mais pas les deux ensemble. Oui, il y en a qui parlent aux grands-parents, mais là, dès que le parent il est là, il ne répond plus. Et qu'il y a vraiment une panoplie de situations. De profils. Okay. Donc, ça, c'est une des parties. L'autre chose, c'est que ça interfère avec le fonctionnement quotidien de l'enfant ou la communication sociale. Oui.
Ça veut dire que si l'enfant qui est gêné, OK, si on parle d'un enfant gêné, il a envie d'aller à la salle de bain, il va être capable de surmonter sa gêne puis aller le demander, OK? Oui. Mais l'enfant qui fait du mutisme sélectif, il va figer, puis même s'il veut vraiment aller à la salle de bain, il va pas nécessairement être capable. Il va s'échapper à la place de demander. On voit ça souvent dans les garderies, dans les écoles, l'enfant s'échappe. Puis pourtant, c'est pas parce qu'il y a un problème à ce niveau-là. Oui. Il n'a juste pas été capable d'aller au-devant puis de le demander. Aussi, ils disent que c'est au moins 1 mois après le début d'une nouveauté, là, par exemple, 1 mois après le début de l'école. Parce que si, encore là, c'est un enfant qui est gêné, il va surmonter sa timidité, puis éventuellement, il va se sentir plus à l'aise, puis ça va rentrer dans l'ordre. Si ça persiste plus qu'1 mois dans la situation, alors là, on peut penser que ça pourrait être du mutisme sélectif. OK. Même si c'est tout nouveau pour l'enfant, par exemple, la situation arrive, à la garderie, ça allait, il parlait avec les amis, il faisait ses demandes, puis là, à l'école, tout d'un coup, oups, là, il n'y a plus un son. Ça dure depuis 1 mois, 2 mois. Là, on peut penser que c'est du mutisme sélectif. J'imagine, mais c'est très rare que ça se passe comme ça. OK, parfait. OK, c'est ça. C'est une hypothèse qui est très rarement... C'est assez farfelu. Parfait. Dans le sens où, parfait. Même en étant plus jeune, 2 ans et demi, 3 ans, j'ai des clients qui me contactent et qui me disent, là, mon enfant ne répond pas, ou ils se sont rendus compte que à la maison, là, on voit une distinction, on commence à voir la différence. Fait que c'est dès tout petit. Oui, dès tout petit, il y a des signes. Alors, ça serait étonnant qu'il parle, puis à un moment donné, il arrête bing-bang d'un coup. À moins d'un traumatisme, j'imagine. À moins d'un... Puis là, c'est une autre cause. Oui, là, je sais pas. C'est ça. C'est plus ma spécialité. On réfère. Exactement. C'est ça, OK. Mais 1 mois après le début d'une nouveauté, là, c'est ça, dans une situation, il y avait... c'est pas un manque de connaissance de la langue parlée. Oui. C'est-à-dire que s'il arrive dans un milieu, c'est sa langue maternelle où il est à l'aise dans cette langue-là, OK, on peut penser que ça pourrait être du mutisme sélectif. Mais si c'est un immigrant, il vient d'arriver au Québec ou peu importe, et que là, c'est pas nécessairement la langue avec laquelle il est familier, il comprend pas tout, il ne s'exprime pas de façon très à l'aise, là. Alors là, on ne peut pas penser que c'est du mutisme sélectif. OK. C'est peut-être parce que là, c'est la situation qui fait en sorte qu'il n'est pas à l'aise avec ça. OK. Avec la gêne beaucoup qui embarque à ce moment-là. Probablement, ou la peur de s'exprimer, tout ça, mais c'est pas... À la base, le mutisme sélectif, c'est pas un trouble développemental du langage. C'est pas un trouble. C'est pas relié à la communication ou au langage. Non. Alors, il peut avoir un trouble développemental du langage. Il peut avoir, par exemple, trouble du spectre de l'autisme, qu'on voit un beaucoup. n'empêche pas l'autre. Mais ce n'est pas la cause du mutisme sélectif. Ils peuvent être conjoints, si on veut, ensemble. OK. Puis tantôt, tu as dit, je veux faire la distinction entre mutisme sélectif et l'enfant qui ne répond pas, qui est, comment tu as dit, qui est gêné, qui est... Non. Non, en fait, c'est ça. Il y a comme 3 réponses là-dedans. OK. Donc, le mutisme sélectif, là, ça persiste. On a mis plein d'interventions en place. C'est encore présent. C'est encore présent. Là, on peut penser que ça peut être du mutisme sélectif. Pour moi, il ne faut pas attendre ça. Okay. L'enfant qui ne répond pas, OK, on est à 2 ans et demi, 3 ans. Bien, peu importe l'âge, mais ça peut être dès ce moment-là. L'enfant ne répond pas. Il est à la garderie, dans son milieu préscolaire, peu importe où, dans des situations sociales. On voit que notre enfant répond soit par des signes, pointe, non-verbal beaucoup, ou même pas, ou il fait juste figer. Oui. Okay? L'enfant ne répond pas dans certaines situations, mais il parle à la maison. On ne va pas attendre. Est-ce qu'on pense que peut-être ça pourrait être de la gêne ou ça va passer? Non, on va tout de suite intervenir. Parce que si jamais ça persiste, bien là, on a comme perdu des mois et des années à se dire, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça, mais finalement, on aurait donc dû. OK. Et les chercheurs, je me souviens d'une étude, entre autres, où ils disaient que c'est une des causes principales qu'on ne met pas des interventions en place, c'est de penser que ça va passer. OK. Donc, c'est de la gêne. C'est de la gêne, ça va passer, problème, c'est ça. Puis là, on ne met pas les interventions en place. Je comprends. Mais même si c'est de la gêne,
puis que ça passe rapidement, mais ça va lui être profitable quand même de relever des défis au niveau social, de faire des efforts, être courageux, d'être fier de tout ça. Donc, ça va l'aider à passer plus vite par-dessus sa gêne aussi. Là, Exactement. Veut pas, là, ça va régler la situation. Que ce soit un ou l'autre, ça règle la situation. C'est juste de la gêne. Là. C'est ça. C'est ça, OK. Puis là, il y avait l'enfant qui refuse de répondre. C'est quoi j'ai dit aussi? J'ai dit, là, il y avait le mutisme sélectif. L'enfant qui ne répond pas. Puis la gêne. Gêne. Bien, la gêne, c'est... Bon, on l'a dit, là, ça finit par passer. L'enfant qui ne répond pas, est-ce que c'est juste de la gêne? Est-ce que c'est du mutisme sélectif? On ne sait pas encore dans la situation actuelle, mais c'est plus dans ce sens-là de dire j'interviens maintenant sans me questionner est-ce que c'est vraiment du mutisme sélectif? On n'a pas besoin de diagnostic. Là. On n'a pas besoin. Si on veut un diagnostic, c'est parce que là, ça persiste. On a été chercher de l'information, on s'est informé, on a conscientisé les gens autour. On a mis des choses en place. On a collaboré avec les gens, on a mis des interventions. Ça persiste encore. Ou bien... là, on va aller consulter. Ou bien, on l'apprend, tu sais, on ne savait pas c'était quoi, puis là, notre enfant, il est rendu, il y a 10 ans, 11 ans, 12 ans, là, c'est plus tard un peu. On va essayer de voir c'est quoi le délai d'attente peut-être dans les centres de services pour voir est-ce que j'ai 1 an à attendre ou c'est 3 ans ou c'est rapide. Donc, si c'est un délai de 1 an, 3 ans, on va peut-être beaucoup trop long. Dire je vais tout de suite entamer des démarches parce que là, ça a été démontré qu'avec le mutisme sélectif, il y a Stephen Kurtz, entre autres, un psychologue américain, qui disait il y a 90 % de chances que l'enfant guérisse si on intervient entre 4 et 7 ans. OK. Donc, si on voit que notre enfant, OK, je viens de cliquer que c'est ça, là, il y a comme 10 ans, 11 ans, et on ne se met pas à paniquer et à se dire, il n'est pas trop tard. Là. Non, c'est ça. Il n'est jamais trop tard. C'est juste que ça va être un travail un peu plus long, peut-être, un peu plus ardu. Puis on va faire peut-être des démarches plus rapidement pour aller voir un pédopsychiatre, par exemple, pour s'assurer qu'on a tout en main quand on en aura besoin. C'est plus dans ce sens-là. Ou, justement, si ça persiste, on a tout mis en place. Puis ça continue encore. Donc, un enfant qui va souffrir d'un mutisme sélectif, c'est pas de l'opposition. Non. C'est pas qu'il est en opposition face à l'adulte ou à l'intervenant qui est en train de lui parler. Non. C'est vraiment anxieux, c'est vraiment au-delà de son choix, finalement, si je comprends bien. C'est pas... On dit sélectif comme s'il y avait une sélection, mais c'est pas ça. C'est vraiment l'enfant, c'est en dehors de ses capacités d'aller au-delà de cette problématique-là. Il n'est pas capable, c'est pas un choix conscient. Non, exactement. C'est l'anxiété de la situation qui le fait figer. Et sélectif, c'est plus parce que ça touche certaines situations. Selon les situations. Oui, c'est ça. Parce que j'imagine qu'il y a un enfant qui peut faire du mutisme sélectif vis-à-vis chaque nouvelle personne, mais qui va être capable de faire des demandes à l'enseignante, qui va être capable de quand même... L'enseignant, là, je dirais que c'est quand même assez dans les top situations où l'enfant va faire du mutisme sélectif. OK. Même si c'est une figure qu'il voit à chaque jour, même si... OK. Entre autres, parce que il y a plein de monde autour. Puis il y a une exigence côté social avec faut que je lève la main pour répondre, je suis pas sûre de ma réponse, j'ai des présentations orales. Il y a tout l'aspect... l'anxiété de performer dans cette situation sociale-là qui peut amener cette confrontation-là où son cerveau voit ça comme vraiment une menace, finalement, même si ce n'est pas une menace réelle, et le cerveau fige. Donc, oui, vraiment, là, la garderie puis l'école, c'est les endroits où c'est le plus problématique. Le plus difficile. Oui. OK. Ouais. Puis là, on a un coco qui arrive, qu'on croise, qu'on connaît ou pas, puis qu'on voit que, tiens, il répond pas. Tiens, OK, c'est drôle, il parle pas avec personne, mais souvent, les enfants vont jouer quand même, vont s'intégrer dans les jeux, tout ça, mais ils parleront pas. Qu'est-ce qu'on doit faire comme adulte? Ça devrait être quoi notre réflexe, là? On arrive face à face avec un enfant qui fait du mutisme sélectif, en sachant ou pas, mais qu'est-ce qu'on devrait... comment on devrait agir face à cet enfant-là? Parce que souvent, j'imagine que notre réflexe sera pas le bon. De dire « mais coudonc, t'es gêné » ou de... Bon, j'imagine que notre réflexe, c'est pas nécessairement le meilleur. Donc, comment on agit face à un enfant qui fait du mutisme sélectif? Bien, premièrement, justement, pas lui dire « t'es donc bien gêné », là, ça, on
l'a compris, Oui. mais de développer une relation OK. avec lui, de confiance, lui énoncer nos attentes aussi par rapport à son défi, à notre relation, à ce qu'on veut. Alors, ben moi, je suis là pour que tu sois bien dans la classe ou dans le groupe, que ce soit préscolaire ou scolaire. Je suis là pour t'aider aussi à surmonter ton défi de parler aux gens, mais à ton rythme. Puis, c'est d'impliquer l'enfant aussi dans les décisions pour qu'il se sente concerné, développer la motivation qui vient de lui, aller susciter ses intérêts, aller le questionner, aller voir c'est quoi ses forces. Puis à ce moment-là, si on est capable de passer du temps seul à seul avec l'enfant, c'est là que c'est le plus profitable. OK. Parce que plus il y a de gens et de regards autour de lui, moins il y a de chances qu'il nous parle. Alors, si on est dans une classe... bon, dans un groupe, peu importe le garderie ou école, là, c'est toujours les mêmes choses. Là. Dans un grand groupe. Dans un grand groupe. À ce moment-là, l'enfant, ça se peut qu'il ne nous parle pas de l'année. Oui. Tandis que si on prend des petits moments quotidiennement, peut-être, moi, je recommande 2 fois 15 minutes par semaine. C'est sûr que c'est plus à tous les jours. Si on a le temps, tant mieux. Mais je sais à quel point c'est pas nécessairement réaliste. Oui. Il y a d'autres élèves, il y a d'autres camarades, il y a d'autres défis. Il y a plein d'autres choses à gérer et ça va vite. Alors, je comprends. Puis, si l'enseignant ou l'éducateur est capable de passer déjà 2 fois 15 minutes, bravo, merci pour cet enfant-là. Okay. Et là, d'établir la relation, faire des jeux non-verbaux, établir justement les attentes, puis tranquillement augmenter la parole. Donc, on y va par des petits sons, en jouant. Après ça... ça va être peut-être des syllabes, etc. Okay. Donc, ça ne sera pas la parole nécessairement directement. OK. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, pas tout de suite s'attendre à ce que l'enfant fasse un discours, là. Non, exactement. Puis pas proposer des jeux nécessairement qui demandent la parole directement. Oui, je comprends. Donc, y aller graduellement. C'est toujours ça, le mot d'ordre. Que ce soit dans le grand... Bien, pas dans l'intervenant du grand groupe, si on veut, qu'il prend seul à seul, ou que ce soit à la maison pour relever des défis, ça va être toujours un petit pas à la fois, mais pas avec notre tête d'adulte. Voici le défi que l'enfant devrait relever. Okay. Je trouve que ça a de l'allure. De se mettre à la place de l'enfant, d'aller le concerter, puis de lui demander qu'est-ce qu'il en pense pour que ça soit motivant pour lui et qu'il se sente capable. Pour être motivé, il faut se sentir compétent. Si on sent qu'on ne va pas l'avoir, ça va être trop difficile, il ne va pas réussir. Donc là, c'est justement, et là, de micro graduer le défi. Et c'est ça le problème avec le mutisme. Puis je l'ai fait avec ma fille, là. Je peux en parler en toute connaissance de cause. On ciblait des défis trop grands. OK. Puis ma fille, elle ne progressait pas. On se disait, ben voyons, écoute, on est toutes là, on travaille en collaboration, on cible des défis, on essaie de la faire parler un petit peu à la fois. 1, il y avait trop de gens autour d'elle. 2, c'était pas les bons défis. Donc, c'est pas tout d'intervenir. Il faut intervenir pour que ça soit efficace. Donc, impliquer l'enfant? Ben moi, je pense que oui. C'est vraiment mon approche. Il y en a peut-être qui ne sont pas en accord avec ça, mais moi, de ce que j'ai vu, de ce que je vois avec mes clients, de ce que je vois avec ma fille, ce que j'ai vécu, quand on implique l'enfant et on développe une motivation intrinsèque, c'est sûr qu'on ne s'attend pas à 3 ans à ce que l'enfant prenne toutes les décisions puis qu'il soit impliqué de la même façon qu'un enfant de 10 ans là, dans les décisions. C'est pas ça. C'est pas de tout lui donner comme responsabilité, mais c'est de le concerter sur nos choix, par exemple. Ou s'il y en a d'autres choix qui peuvent peut-être plus lui parler, aller cibler ses intérêts aussi, puis essayer de voir qu'est-ce qui le motive. Parce que pour avoir essayé là, les récompenses, les petits collants, les ci, les ça, ça fait un moment, mais ça persiste. Ça ne persiste pas, c'est-à-dire que ça ne va pas être profitable longtemps. Puis l'enfant, à un moment donné, il se désintéresse de ça, puis on n'a pas progressé dans le défi. Tandis que si on cible un défi qui est motivant pour l'enfant, par exemple, l'enfant, il a le goût d'aller jouer avec tel enfant, puis il n'est pas capable, là, que ce soit le voisin ou que ce soit à l'école, dans la cour d'école, si on l'accompagne à petits pas, à être capable d'aller faire une demande non verbale en prenant, par exemple, un ballon pour le moment, puis d'aller regarder l'enfant, puis de l'accompagner, puis
tranquillement se distancer, puis tout ça. Donc, vraiment une approche graduelle. À ce moment-là, c'est beaucoup plus motivant pour l'enfant et ça va venir de lui aussi, ce défi-là de vouloir quelque chose. Puis c'est comme ça qu'il va réussir à surmonter un petit défi à la fois. Oui, donc c'est de fragmenter le plus la tâche. Là. Fait que si l'enfant voudrait donc bien dire bonjour à son enseignante le matin, ben peut-être juste un petit bonjour de la main au départ, puis c'est suffisant, on arrête là pour quelques semaines, j'imagine. Oui, en fait, il y a 2 aspects à ça. Premièrement, l'aspect des bonjours, puis deuxièmement, l'aspect de avec la main. Oui. OK. Premièrement, l'aspect du bonjour, on s'en doute pas, mais les mots de politesse sont les plus difficiles. Et bien, sont difficiles pour les enfants qui parlent, là, qui n'ont pas de problème. Oui, mais même le bonjour. Oui. Tu sais, c'est le bonjour, allô, le c'est l'introduction, c'est le premier pas, hein? Oui, ou bien le départ, des transitions. Les merci, s'il vous plaît, les excuses, ça, là, on ne touche pas à ça comme priorité d'intervention. OK. Donc là, ce que je vois souvent, puis je l'ai fait aussi, c'est, là, c'est facile, on va cibler, on va commencer par un premier défi. Oui. On va lui faire dire allô à son enseignante ou à l'éducatrice. Non. OK. Non, ça ne fonctionnera pas nécessairement, ou ça va être très long, puis on n'aura pas gagné tant que ça en intervention pour son défi, en tout cas. L'autre aspect, c'est le signe de la main. Le signe de la main. Oui, c'est une bonne idée, mais du fait qu'on ne reste pas quelques semaines là-dessus. Okay. C'est-à-dire que quand on cible un objectif, OK, là, on est, on discute avec l'enfant, comment tu aimerais lui dire bonjour, par exemple, qu'on est rendu là. Un nouvel ami, mettons, que tu veux jouer avec lui, il faut quand même introduire le jeu. Exactement, là, c'est ça. Là, ça peut être un regard, ça peut être un sourire, ça peut être un signe de main, ça peut être, tu sais, c'est pas juste le allô. Donc, on conscientise à ça, là, que si on veut jouer avec un ami ou quelqu'un nous dit bonjour, oui, la politesse veut qu'on y réponde. Mais si toi, tu n'es pas capable pour l'instant, fais-lui au moins un petit signe. Oui. Et d'accepter ça aussi en tant que parent, en tant qu'adulte, que l'enfant ne le fera pas nécessairement d'un coup, puis c'est pas par manque de politesse. Oui. Donc, de se diminuer ses attentes par rapport à ça, bien oui, ça se peut que la personne, par exemple, qu'on ne connaît pas à l'épicerie qui dit bonjour à notre enfant, puis notre enfant, il fait juste ça comme ça, il se détourne le regard, il ne répond pas. OK, en tant qu'adulte, on n'aime pas ça. OK, on aimerait ça que notre enfant réponde, mais en même temps, il est rendu là. Oui. Alors, l'accompagner, pour le conscientiser, pour qu'il soit au courant que socialement, c'est mieux comme ça de dire bonjour, au moins faire un signe ou regarder les gens. Mais s'il n'est toujours pas capable, on ne va pas le forcer. Okay. Ça, c'est un des autres aspects. Donc, de respecter son rythme, puis de faire en sorte que, dans le fond, là, je m'égare un peu, là, mais respecter son rythme. Mais l'autre aspect dont on parlait, c'était de ne pas stagner trop longtemps sur l'objectif, le petit moyen, mettons. Le petit pas, c'est ça, on va l'appeler comme ça. La petite marche. C'est ça. On va essayer d'en mettre une autre marche, parce que si on reste trop longtemps, ce que j'ai remarqué, c'est que l'enfant, là, il prend ses aises, puis il est confortable là-dedans. Mais qui dit confort dit « j'ai plus vraiment le goût de m'en aller de mon petit confort. » Fait que là, on veut y faire une marche de plus. On revient quasiment à la base parce que là, il va être bien, il va juste faire ça, puis ça va être assez. Ça va être assez. Ça. Donc oui, tu sais, il y a beaucoup de parents qui me disent « Ouais, mais je le force-tu, je le force-tu pas? » OK, on le force pas, mais on va l'amener graduellement à un petit pas de plus. Oui. Puis si le petit pas de plus, il stagne là, puis il le fait pas, il est peut-être encore trop gros, le petit pas de plus. Fait qu'on va le fragmenter encore. Mais en même temps, quand il l'a, on reste pas là trop longtemps. Fait que c'est vraiment comme on jongle avec des œufs, parce que c'est tellement délicat et fragile. On peut faire un petit pas de trop, l'enfant va stagner. En arrière. Est-ce que ça arrive qu'il va juste arrêter puis qu'il fera plus les petits défis qu'il a réussi déjà? Oui, ça peut arriver. Il va complètement revenir à mutisme total? Total, sélectif avec les gens où il était. Par exemple, si, je sais pas, il est capable de dire oui à l'enseignante ou non, il dira plus rien. Ça se peut. Ouais, okay. Il y a des passes comme ça où il progresse, d'autres où ça régresse un peu, d'autres ça stagne, ça repart. C'est normal. Oui, il y a des moments, c'est comme si l'anxiété, à un moment donné, fait comme, OK, là, j'ai besoin d'une pause, OK, là, je peux repartir, là, non, là, je suis pas sûre, selon les situations qu'il vit. Okay. Puis c'est un enfant aussi qui va, quand il n'est pas sûr de lui,
c'est rare qu'il va s'impliquer, c'est rare qu'il va se mettre en action puis essayer. Alors, en tant qu'adulte, de l'amener à être capable d'essayer, ça, c'est un grand défi. Oui, bien, tu parlais au début là, de la confiance en soi, puis ça rentre là-dedans, là, de lui donner confiance en lui, dans le fond. Entre autres, en faisant des efforts à être courageux. Puis là, quand tu vis une réussite, tu as le goût de recommencer ces efforts-là. Donc, c'est vraiment d'entrer dans ce cercle-là plutôt que le cycle d'évitement. Oui. Où là, l'enfant, il n'a pas le goût, il ne s'active pas, puis il ne veut pas trop essayer de peur de ne pas réussir parce qu'il n'est pas certain. Oui. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment important. Puis, tantôt, tu as parlé de, tu sais, les adultes ont souvent peur de l'avenir pour ces petits cocos-là. À quoi ça peut ressembler? Tu sais, on met tout en place. Est-ce que ça va être des adultes qui, plus tard, vont retomber dans leur, je ne veux pas dire habitude, parce que c'est pas une habitude, mais dans leur cercle de mutisme? Comment ça va fonctionner souvent? En fait, les études démontrent que s'il n'y a rien qui a été mis en place, ça se peut que le mutisme s'estompe. Okay. Mais ils sont plus à risque d'avoir des problèmes de performance à l'école ou au travail. Ils sont plus à risque de développer des troubles anxieux généralisés, des dépressions majeures, phobies spécifiques. Tu sais, il y a vraiment des impacts qui peuvent être assez importants, assez graves. Mais si on met tout en place dès le jeune âge, on lui donne des outils pour accueillir ses émotions, pour développer des techniques de relaxation, des façons de se sentir mieux quand il est envahi d'une émotion, des façons de voir comment faire quand je me sens incertain, stressé, inquiet. Qu'est-ce qui m'aide aussi à surmonter ça? Puis si on lui montre à faire des efforts dans les situations, puis à être courageux, veut pas, on lui donne l'habitude de persévérer puis de s'impliquer, de s'activer, plutôt que de juste s'asseoir puis de penser que ça va passer tout seul. Donc déjà, on crée des habitudes qui lui donnent le goût, dans le fond. Oui, la motivation intrinsèque, tout ça. Donc, on lui donne des bonnes habitudes qui vont pouvoir persister à l'âge adulte. Puis je vais juste donner l'exemple de ma fille. Elle est maintenant rendue à 14 ans, qui est en secondaire 3. Oui. Et jamais on n'aurait pensé qu'elle serait où elle est rendue. OK. Elle est dans un programme au secondaire où elle travaille en équipe. Elle fait des présentations orales en français et en anglais. Devant toute la classe. Devant toute la classe. Wow. Tandis qu'elle n'avait jamais fait de présentation orale devant le groupe avant sa 6e année. Wow. En 3e année, elle n'a pas dit un mot de toute l'année. OK. De même à son enseignante en classe. Là. Donc, là, elle travaille en équipe, puis elle est super épanouie. Et elle me dit, mais maman, moi, là, je suis habituée de faire des efforts. Mm-hmm. Je le sais, c'est quoi faire des efforts depuis que je suis petite, que je fais des efforts. Fait qu'elle persévère, là. Oui. C'est un modèle incroyable. Et quand elle vit une situation qui l'inquiète, elle me le nomme. Tu sais, je touche du bois tellement. Oui. On a tellement de belles relations, puis elle me fait confiance. Mm-hmm. Elle m'en parle. Et puis, elle est autonome dans ça. C'est-à-dire que, oui, elle sait, bon, mais là, ça me fait du bien d'en parler, mais elle sait ce qu'elle a à faire. Elle sait ce qui lui fait du bien ou pas. Puis, elle se prend en main. Elle est tellement habituée. Donc, ça, là, c'est ancré. Puis, c'est... Oui. Mais c'est son coffre à outils que tu as bâti avec elle, dans le fond. Oui, puis qu'on a testé, retesté, échangé, puis remodelé. Fait que selon les situations, elle sait ce qui lui convient ou pas. Et si elle ne le sait pas, ben là, elle vient m'en parler, puis elle vient chercher de l'aide. Ça. Donc, pour ce qui est du long terme, quand on intervient de cette façon-là, puis on développe ces aspects-là quand ils sont tout petits, je le sais pas à long terme, mais mon cœur de maman me dit, avec ce que je vois avec ma fille, que c'est vraiment profitable. Oui. Puis, tu sais, c'est comme Mélanie Bilodeau avec sa parentalité sécurisante, ça me parle beaucoup parce que une fois que l'enfant il est sécurisé, qui est bien, qui développe avec de l'amour, avec des actions bienveillantes autour de lui, tout avec des limites, là. Oui. Mais ça permet à l'enfant de se construire. Mm-hmm. Et ça fait en sorte qu'il va agir pour qui il est en se sentant bien avec qui il est. C'est ce que je vois chez ma fille.
Mais c'est pour ça que tu disais tantôt, tu sais, attendons pas d'avoir un diagnostic. Donc, cette petite boîte à outils-là va être utile même pour n'importe quel enfant. Là. Exactement. Donc, même si on a d'autres enfants dans la fratrie, eux aussi peuvent participer. Quand tu parlais de ton approche là, vraiment multi, là, j'imagine que tu impliques la fratrie aussi là-dedans. Oui, comment ça peut se passer avec eux? Entre autres, parce que la fratrie, souvent avec un enfant qui ne répond pas, vont peut-être avoir tendance à répondre à la place. On voit ça souvent. Comme avec les enfants avec un trouble du langage, souvent les frères et sœurs vont répondre ou répéter de la bonne façon. Oui. C'est ça. Mais c'est pas ça, c'est pas aidant. Ils veulent juste bien faire. Oui. Mais si on les conscientise, puis là, c'est autant la fratrie que les élèves du groupe, que les gens autour de l'enfant. Tout le monde qu'on peut conscientiser, on leur mentionne, on ne répond pas à la place de l'enfant. On ne va pas au-devant de ses besoins. Oui. Il a besoin de vivre des inconforts. Ça, c'est même dur si en tant qu'adulte. C'est ça. Même si c'est inconfortable pour nous en tant qu'adultes. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça, mais il faut qu'il fasse ces pas-là parce qu'il faut qu'il se sente inconfortable. S'il veut relever son défi, si on le met toujours dans la ouate, qu'il ne vit jamais d'inconfort parce qu'on est toujours à surveiller, qu'il ne soit pas trop inconfortable, puis que là, non, on va éviter telle situation puisque là, il y a vraiment un problème. Là, il ne pourra pas répondre ou il va être bien trop inquiet. Oui, il faut doser. Tu sais, on ne va pas s'embarquer dans un défi qui est vraiment trop dur puis que ça va le régresser. Là. C'est ça. Mais quand c'est un petit défi réaliste, oui, il va être inconfortable. Mais là, c'est à nous, en tant qu'adultes, par exemple, de se parler. Puis quand c'est la fratrie, bien, de le mentionner, ça ne l'aidera pas. Je sais que tu veux bien faire, mais tu peux, par exemple, juste lui laisser la place, le temps de répondre. Tu peux lui faire un petit clin d'œil, un petit regard, dire « Hey, t'es capable », l'encourager de cette façon-là. Puis même en tant qu'adulte, si on ne veut pas aller au-devant des besoins de l'enfant, ça, c'est vraiment important. De ne pas répondre à sa place, mais aussi de peut-être lui poser une question. Si on voit qu'il a besoin de quelque chose, il a besoin d'aller à la salle de bain, plutôt que d'arriver puis de dire « Tu as besoin d'aller à la salle de bain, vas-y ». Là, il n'y a pas eu à faire d'effort. On est allé au-devant de ses besoins. Tandis que si on s'approche de lui, on se met à sa hauteur, puis là, on lui demande « Est-ce que tu aurais quelque chose à me demander? » Là, on vient d'ouvrir comme un petit peu plus à ce qu'il fasse un effort pour faire sa demande. Donc, ça, c'est vraiment important aussi. Donc, la conscientisation des gens autour, c'est pour moi un des aspects importants. Justement, pour que les gens sachent comment intervenir, sachent qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire, comme là, ne pas répondre à sa place. Donc, ça, c'est vraiment important. Pour laisser l'enfant faire son petit pas puis réussir à faire son défi. Même si c'est dur. Oui, bien, oui, c'est difficile. Puis j'ai une petite cocotte en tête, là, elle faisait du mutisme sélectif, puis je pense que ça a pris 1 an. Là, je la gardais, là, puis ça a pris 1 an avant qu'elle me dise oui. Là. C'était même le petit oui. Puis c'est tout discret au début aussi. C'est vraiment pas fort. Puis qu'est-ce qu'on fait quand l'enfant nous parle comme ça pour la première fois? Tu aurais tendance à moi, j'avais ignoré. Pas ignoré, j'avais répondu à son besoin. Là, mais j'avais pas célébré. Là, j'avais juste vraiment rien fait. Là, c'est ça qu'il faut faire? Oui. OK. Oui. J'ai dû faire la bonne chose parce qu'elle a continué après. Ben, c'est ça. Ça doit être correct. C'est ça. Mais parce que, oui, ce sont des enfants qui n'aiment pas être le centre d'attention. Ouais. Donc, si on fait « Ouh, hey, tu m'as parlé! » Puis là, on sort, on fait la fête, là, les confettis. Là, non. Tu peux être sûr qu'elle ne reparlera pas là, avant un bout. Donc, bravo, faire attention de ne pas... ignorer que c'est la première fois, puis juste faire comme si c'était normal. Comme si c'était normal. Parfait, c'est beau. Elle veut sa collation, parfait. Tiens, ma chérie, ta collation. Sans l'ignorer, mais comme tu dis, juste pas célébrer, mais... Normal, là. Faire comme si c'était normal, puis acquiescer à sa demande ou faire comme... continuer, là. Puis, ça me fait penser, je pense, à une élève, entre autres. Tu sais, les enfants qui vont toujours parler comme ça, puis qu'ils finissent pas leurs phrases, puis tu sais, c'est-tu comme une forme de mutisme sélectif? Ça peut-tu être, tu sais, quand on voit que ça fait depuis toujours, là, depuis la maternelle première, puis, tu sais, c'est une forme aussi, fait qu'on agit exactement de la même façon avec ces enfants-là qui répondent tout doux, puis qui s'attendent à ce que tu finisses la phrase, puis qui...
OK. On peut laisser un petit délai, un petit moment, dire comme juste avec une attitude bienveillante, dire, regarde, tu peux, tu sais, en voulant dire, je te laisse le temps de finir ta phrase, j'ai pas de stress avec ça, puis à la limite, il finit pas sa phrase, puis, tu sais, tant qu'on comprend le besoin, c'est ça. Sinon, on peut mettre autre chose en place, là, mais... c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis quel conseil que tu auras à donner, là? Parce que je le sais, là, moi, je l'ai vécu dans le temps des fêtes, là. J'avais une amie, justement, là, tu sais, qui était là-dedans. Puis, tu sais, c'est inquiétant. Puis, c'est, tu sais, ben, comme n'importe quelle problématique chez nos enfants, c'est inquiétant. Ça vient nous chercher, on n'aime pas ça. Tu sais, n'importe quelle difficulté chez nos enfants, ça vient nous chercher. Le mutisme sélectif, c'est tellement peu connu que... tu sais, moi, je sentais justement que cette maman-là, elle avait le goût d'être écoutée, mais on n'a pas... Fait que, quel conseil tu as à donner à ces parents-là? Tu sais, toi qui l'as vécu comme parent, qui le vis comme intervenante, là, plus quotidiennement, quel conseil tu as à donner à ces parents-là? Puis je sais que, bon, le meilleur conseil, c'est de ne pas écouter les conseils, mais ce conseil-là, on va l'écouter. Oui, ben en fait, c'est de trouver quelqu'un qui est à l'écoute pour pouvoir en parler. Parce qu'on se sent tellement démunis, impuissants, on manque de ressources bien souvent. Donc, ça, de se trouver vraiment une oreille attentive, pas celle justement qui va donner des conseils sans fin, là, mais juste pour être écouté. Parce que juste ça peut faire du bien. Aller chercher l'information pour vraiment comprendre le mutisme sélectif, savoir ce que c'est, qu'est-ce que je dois faire ou pas comme parent pour aider mon enfant. Puis si on a à aller consulter, c'est par exemple, je dirais, pas nécessairement pour désensibiliser le mutisme sélectif. Parce que même si on va voir un psychologue ou un autre professionnel pour l'absence de parole, il reste que ça a été démontré que l'absence de parole doit être désensibilisée dans chacun des milieux. Oh, OK. Donc, s'il ne parle pas à l'école... au CPE, l'année d'après qu'il rentre en maternelle, ça a recommencé. Bien, jusqu'à temps que l'enfant se fasse assez confiance pour... Jusqu'à temps qu'il passe par-dessus puis qu'il soit capable. Puis là, je suis confiant, je suis capable de passer, mais... Ce qui peut être long, j'imagine. Oui, c'est ça. Ça peut être quelques années, sur quelques années, mais ça peut être autant dans les rendez-vous médicaux, au parc, avec les amis, dans la famille, c'est gros. Mais même si on va voir la psychologue ou peu importe quel intervenant là, professionnel, et puis que l'enfant se met à lui parler, ce qui peut prendre parfois des mois, ça va être à recommencer dans les milieux. Alors, c'est pour ça que j'outille les parents ou les intervenants des milieux scolaires préscolaires ou même les professionnels pour qu'eux soient ceux qui chapeautent comment faire pour que mon enfant ou l'enfant que j'ai devant moi puisse relever, surmonter son défi tranquillement, un pas à la fois. Qu'est-ce que je fais dans le milieu, en collaboration, tout le monde ensemble? Et si on veut aller voir un professionnel, ça va être plus pour aller que le professionnel aide au niveau des accueils des émotions, de l'anxiété, des pensées. Donc, tout ce qui est autour. Oui, les techniques de relaxation. Si le parent n'est pas outillé ou qui ne veut pas jouer au thérapeute avec son enfant pour ne pas entacher la relation, ce qui est vraiment une bonne chose. Si l'enfant n'est pas réceptif ou que le parent n'est pas outillé, ça se peut, là. Ou tout simplement pour se donner un coup de pouce là, aussi là-dedans, se sentir soutenu. Mais on va aller voir un professionnel à ce moment-là pour ce qui est autre. Mais pour l'absence de parole, et c'est là qu'il faut vraiment l'intégrer, cette petite partie-là importante. Il faut vraiment que ça soit dans chacun des milieux où on cible des défis priorisés, puis là, c'est micro-gradué, puis c'est un petit pas à la fois. Ça, c'est quand même gros comme... Oui, je vois le défi parce que tu peux réussir puis être vraiment fier de ce que l'enfant a fait dans son milieu. Puis là, bang! Oui, je comprends. Ça devient un gros défi. Si jamais les parents ont des questions, je sais que tu fais plein de publications. J'en ai vu plein passer. Facebook, Instagram, ton site Internet. J'imagine qu'il y a d'autres professionnels qui se spécialisent aussi en mutisme sélectif. Non? Faudrait me les présenter. OK. Il y a certainement des gens là, qui sont compétents à ce niveau-là, tout ça, mais j'ai vraiment une approche qui
unique, je pense. Oui. Là. Puis je pense que chacun des intervenants essaie du mieux qu'il peut de s'outiller par rapport à ça, mais j'ai pas de nom, j'ai pas personne. Là, OK, comme il n'y a pas un psychologue qui est spécialisé là-dedans. Il y a pas au de... Québec, non, c'est ça. OK. J'ai pas rien. OK. Bon, mais on va diriger les gens vers tes ressources à toi, vers ton livre aux éditions Midi 30 aussi. 10 faits sur le mutisme. 10 questions. 10 questions sur le mutisme sélectif. Puis j'ai aussi un livre auto-édité, un livre jeunesse qui est à lire avec l'enfant ou son groupe scolaire, parce que j'ai tellement eu de gens qui m'ont dit « Mais je sais pas, moi, comment le faire pour dire avec des mots d'enfant pour qu'ils comprennent c'est quoi. » Puis la littérature jeunesse, c'est tellement une belle porte d'entrée. Ouais. Fait que j'ai cette nouveauté-là depuis quelques mois. Qui est en vente? Chez Bouquinbec, parce que c'est un livre auto-édité. Donc, Québec et États-Unis, c'est sur le site de Bouquinbec. Puis s'il y a des gens de l'Europe, ils m'écrivent, c'est moi qui fais la livraison en Europe. Bon, bien, parfait. Hey, merci beaucoup. Je pense que ça va avoir outillé, au moins ouvert la discussion. C'est ce qu'on souhaitait aujourd'hui. Faire connaître aussi cette problématique-là. Tout à fait. Puis, merci. Merci beaucoup.